Cette présentation est faite en partenariat avec Autodesk. Donc la deuxième partie, ça va être l'arrivée sur le marché de la post-production et de la production de nouveaux acteurs avec de nouvelles exigences. Donc ces nouveaux acteurs sur le marché de la production et de la post-production sont essentiellement dans la partie VOD et streaming. On avait historiquement des sociétés comme Netflix qui ont profité du confinement avec plus de 16 millions d'utilisateurs, ce qui compte avec maintenant 183 millions d'utilisateurs au total. Mais on a d'autres acteurs qui se positionnent aujourd'hui, comme Disney avec son service de VOD de streaming Disney+, qui est sorti fin mars avec un accès à ses blockbusters US, et aussi par exemple toute la saga Star Wars. En même temps, on a une hausse des demandes de contenu de la part des utilisateurs. On n'est plus sur une consommation de séries en saisonnalité, où on va regarder une saison en un an. Cette fois-ci, on va pouvoir regarder sur ces plateformes une saison en une semaine sans problème. Donc on va avoir une guerre des contenus qui va arriver entre ces différents opérateurs, Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV, MyCanal, YouTube, et d'autres à venir comme Warner. On a vu par exemple très récemment l'annonce de Netflix qui a acheté les droits de diffusion d'un catalogue de 50 films chez MK2. Donc il y a vraiment un besoin de contenu, c'est chez ces différents opérateurs. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces acteurs deviennent maintenant des créateurs de contenu. Donc avant, ils rachetaient des catalogues pour avoir du contenu, mais ils se sont positionnés progressivement aussi fabrication de contenu avec la fabrication de séries ou de films. On peut voir ça notamment sur Netflix, Amazon Prime ou historiquement chez Canal. Ces nouveaux acteurs sur le marché vont aussi venir avec de nouvelles exigences techniques, puisqu'on va pouvoir sortir des exigences techniques de la diffusion classique de TNT. On va pouvoir, par exemple, chez Netflix, avoir des prérequis en 4K chez les producteurs pour pouvoir proposer un film. On va pouvoir aussi avoir des exigences techniques au niveau de la HDR, notamment avec le Dolby Vision, mais également avec des niveaux de sécurité qui sont imposés aux post-production pour garantir la sécurité des films pendant la phase de post-production. Il y a aussi la nécessité aux prestataires techniques d'être beaucoup plus agiles et de pouvoir répondre beaucoup plus rapidement à la demande d'effets spéciaux sur une série ou une autre, puisqu'on a beaucoup moins de saisonnalité dans les séries. Donc il va falloir être beaucoup plus agile et réactif. Oui, le HDR, donc comme disait Ludo, c'est quelque chose qui s'est généralisé, et puis on va même aller plus loin, on peut même considérer que au-delà du HDR, c'est vraiment le Dolby Vision qui s'est généralisé. Donc le Dolby Vision, il va y avoir souvent deux types de fonctionnalités qui vont être faisables. Ça va être la masterisation. Pour créer de la masterisation, vous n'avez pas spécialement besoin de licence particulière, donc notamment, on verra qu'avec la nouvelle version du Flame 2021, vous pouvez faire du master Dolby Vision, ce qui peut être intéressant. Alors, sans doute pas pour des longs métrages, mais pour des formats publicitaires, ça peut être très bien de pouvoir être autonome et faire votre Dolby Vision sur un Flame. Il y a une petite vidéo après pour vous montrer très rapidement à quoi ça, comment on peut faire. Une petite remarque intéressante sur le Dolby Vision. Si vous voulez être capable de changer les niveaux, ce que Dolby appelle le trim, pour ça, il va falloir avoir une licence. Cette licence, c'est quelque chose comme 2500 $, et c'est une licence site. Donc cette licence, elle va vous permettre d'utiliser cette fonctionnalité de trim, quels que soient vos outils. Ça peut donc être aussi bien un Flame, qu'un Resolve, qu'un Basslight, ou un transcodeur, n'importe lequel de vos outils sites pourront bénéficier de cette fonctionnalité de trim. Donc le trim, c'est ce qui va vous permettre d'ajuster les hautes lumières, les basses lumières, enfin tout ce qui va faire que l'image HDR va être plus brillante, plus percutante, et d'aller modifier les valeurs d'origine. Donc vraiment, en fait, on parle d'étalonnage en tant que tel. Pour ça, il faut la licence Dolby Vision. Une petite remarque aussi sur le monitoring. Le monitoring HDR aujourd'hui c'est toujours un problème, donc il y a la référence qui reste le Sony XR300, malheureusement remplacé par le 310, bon voilà, ça c'est l'élément de discussion, mais on n'est pas les seuls à préférer le 300 au 310. Mais ce qui est intéressant, et on s'appuie là-dessus sur des analyses de Color Scientist, notamment Bill Feitner chez Colorfront, qui explique que des télés haut de gamme, donc le haut du panier des télés LG, ou Panasonic, mais vraiment le très haut de gamme pour que les dalles soient optimales, sont des alternatives très intéressantes pour avoir du monitoring. On ne va pas parler de moniteur de référence, mais en tout cas d'affichage de qualité
HDR grâce à la qualité de l'OLED où vous allez avoir vraiment des noirs très noirs et tout de même des valeurs de rétroéclairage assez intéressantes puisqu'on va jusqu'aux 900 nits maintenant sur une 65 pouces et peut-être même 1000 nits sur une 77, quelque chose comme ça. Le 8K. Alors le 8K, eh bien, on se rend compte que c'est toujours bien présent. Tout semble prêt au niveau de la captation. Peut-être un petit peu moins près au niveau des téléviseurs, au niveau de la réception finalement, même s'il y a des matériels qui existent, mais on voit bien que l'industrie pour le moment elle est plutôt concentrée sur le 4K que sur le 8K au niveau des téléviseurs. Mais finalement le gros du problème il reste sur le contenu, il y a assez peu de contenu aujourd'hui disponible. L'une des raisons principales, c'est l'augmentation des coûts que ça représente, parce que fabriquer un contenu en 8K, eh bien, ça veut dire avoir des images 4 fois plus lourdes. Je rappelle, sur des images 8K non compressées, c'est des images qui vont être 4 fois plus lourdes que des images 4K, qui elles-mêmes sont 4 fois plus lourdes que des images HD. Donc on a un rapport de 16 entre de la HD et du 8K. Ce qui pose des soucis pour la bande passante, pour le stockage, la capacité de stockage, le volume à stocker. Voilà, on parle de 1 gigaoctet par seconde, donc ça va très très vite, et la bande passante 4,45 gigaoctets. Donc 4,45 gigaoctets, aujourd'hui, pour être capable de fournir ça facilement, finalement, il n'y a pratiquement qu'une seule solution qui est viable, c'est le NVMe. Donc le NVMe, c'est un nouveau type de stockage que nos amis d'Element avaient présenté en bêta l'année dernière et qui est release cette année. Donc la solution 8K chez Element, elle s'appelle Bolt. Elle est donc constituée sur un châssis très compact, un châssis 2U, dans lequel on peut mettre jusqu'à 220 teraoctets de stockage. Et le plus intéressant, ça va être la bande passante. La bande passante, on va avoir jusqu'à 20 gigaoctets juste délivrés par cette boîte qui est assez compacte. Et ce qui va nous permettre, au final, d'avoir 1 pétabyte rassemblé dans 10 U, ce qui est très très peu. Tout ça construit autour de la technologie NVMe. Donc là, sur cette vidéo de présentation, on est sur un Resolve qui va jouer ici donc des images en 8K à 24 images par seconde. C'est des séquences d'images en DPX et on voit qu'on est à 24 images ici, très constant, ça ne bouge pas. Donc le Bolt est ici connecté au Resolve avec un attachement 100 gigabits Ethernet et va permettre de délivrer la bande passante nécessaire pour lire en temps réel du 8K non compressé sans aucun problème. Un rappel rapide de nos partenaires sur les solutions de stockage et les différents types de stockage qu'on peut vous proposer, donc du stockage nomade avec la 6 Seagate, du stockage interne majoritairement SSD maintenant, nous on privilégie les disques Samsung. Le NAS, alors on a différentes offres, Synology en entrée de gamme, et puis Elements pour du stockage capable de délivrer de la haute performance en débit. On va retrouver Elements pour la partie SAN, basée sur du StoreNext, et puis toujours Element pour le stockage objet, avec le Element Grid. On a également NetApp en partenaire, principalement pour les solutions de stockage hyperconvergence.